Alors, chapitre 15 bis, les mécanismes réactionnels. Je n'ai pas mis de couleur, je vous dirai ce qu'il faut fluoter au fur et à mesure. Donc, on a deux réactifs, A et B, et on aimerait former C et B, les deux produits. Pour qu'une réaction ait lieu entre les réactifs, il est nécessaire que les molécules entrent en contact. Ça fait un moment qu'on le sait. Lors de leur mouvement incessant, les chocs entre les entités peuvent donner lieu à la formation des produits, si l'énergie de collision est suffisante. Donc on parle de choc élastique ou inefficace. C'est-à-dire que A rencontre B, mais il ne se passe rien. Et ensuite, on a le choc efficace, c'est lorsqu'il y a formation des produits C et B. Donc on imagine que plus les collisions seront fréquentes, plus la réaction sera rapide. D'où ce qui nous ramène au chapitre de la cinétique, les paramètres physico-chimiques permettant d'augmenter le nombre de collisions. Vous les fluotez, c'est la concentration et la température. Il est possible d'expliquer la formation de produits et comment se déroulent les réactions chimiques à l'échelle moléculaire en faisant appel à un modèle qu'on appelle fluotage, les intermédiaires réactionnels. Alors, nous allons commencer par quelques définitions. Un acte élémentaire fluotage. Fluotage, il se déroule à l'échelle microscopique, en une seule étape, sans formation d'entité intermédiaire, c'est-à-dire je ne peux pas le décomposer plus que la ligne qui est écrite. Donc venons-en au mot intermédiaire réactionnel qui figure dans la phrase précédente. C'est une entité qui est produite au cours d'un acte élémentaire qui est totalement consommée. Donc, cet intermédiaire réactionnel n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Donc fluotage, intermédiaire réactionnel, entité produite au cours d'un acte élémentaire, totalement consommée dans un autre. En fait, on fluote tout, puisqu'il n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Un mécanisme réactionnel, c'est l'ensemble des actes élémentaires qui permet de rendre compte à l'échelle microscopique de la formation des produits à l'échelle macroscopique. Donc, fluotage, mécanisme réactionnel, ensemble des actes élémentaires à l'échelle microscopique. Dernier paragraphe, l'équation d'une réaction chimique modélise la transformation chimique à l'échelle macroscopique, mais ne rend pas compte du mécanisme réactionnel à l'échelle microscopique. Pour l'obtenir, on ajoute les actes élémentaires, on établit un bilan de ce qu'il reste dans les produits que les réactifs. Donc, vous écrivez équation chimique modélise la transformation chimique macroscopique, rend pas compte du mécanisme microscopique. Pour l'obtenir, on ajoute les actes élémentaires et on établit un bilan. Voici un exemple. Le monoxyde d'azote qui réagit avec le dihydrogène, tout ça en phase gazeuse, produit du diazote et de l'eau. À l'échelle microscopique, voici l'ensemble du mécanisme réactionnel. Donc, il y a 3 actes élémentaires. Donc, sur les petits points, 3 actes élémentaires. Et vous voyez que N2O2, qui est formé dans le premier acte élémentaire, est consommé dans le deuxième. Justement, dans le deuxième, il se produit du peroxyde d'hydrogène qu'on appelle couramment eau oxygénée, qui est consommé dans le troisième acte élémentaire. Donc, au final, N2O2 et H2O2 sont des intermédiaires réactionnels qui interviennent dans le mécanisme réactionnel. Si vous tirez un trait sous ces 3 équations et que vous ajoutez tout ce qui est à gauche côté réactif ensemble, tout ce qui est à droite côté produit ensemble, et que vous simplifiez ce qui revient à gauche et à droite, vous allez retrouver l'équation qui est proposée au-dessus. Enfin, dans les définitions, qui n'en est pas vraiment une puisque nous l'avons déjà rencontrée dans le chapitre de la cinétique, le catalyseur, c'est une espèce qui modifie le mécanisme réactionnel d'une transformation. Il remplace une étape du mécanisme par une succession d'étapes plus rapides, c'est-à-dire plusieurs actes élémentaires.
Donc fluotage, catalyseur, modifie mécanisme. Étape plus rapide, succession d'étapes plus rapides. Donc le catalyseur est totalement consommé au cours d'une étape du mécanisme, donc au cours d'un acte élémentaire, puis il est totalement régénéré au cours d'un autre acte élémentaire. Donc je vous ai mis ce petit document parce que je pense qu'il va servir pour le grand oral, notamment pour Inès. Attention, ce n'est pas le temps sur l'axe des abscisses. Je pense que vous pouvez subir une confusion. On part des réactifs qui ont une certaine énergie. Les produits, puisque la réaction se fait, sont plus stables, donc ils ont une énergie plus basse. Vous voyez une bille, si vous la mettez en hauteur sur un bouchon d'eau, il y a des chances qu'elle tombe un jour. Donc, soit ce qu'on appelle ça un état, pas intermédiaire, métastable. Donc une énergie, plus elle est basse, plus elle est stable. Donc les produits ont des énergies plus basses que les réactifs. Donc, quand on était sur la première diapo, qu'on a vu les chocs efficaces, il faut une énergie suffisante. Donc, vous voyez, il faut passer la petite montagne rouge sans catalyseur. Donc ça, entre la barre réactif et la bosse rouge, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation, c'est-à-dire l'énergie pour avoir le choc efficace. Vous voyez qu'elle est grande, donc pour l'atteindre, soit il faut chauffer très longtemps, soit il faut mettre une forte concentration, puis on attend. Vous voyez la petite courbe bleue avec le catalyseur, donc on voit que la grosse bosse est remplacée par 1, 2, 3 petites bosses. Ça veut dire que par exemple, cette étape du mécanisme, on l'a remplacée par 3 étapes avec le catalyseur, mais qui ont des énergies d'activation beaucoup plus petites. Donc au final, il va falloir moins d'énergie pour atteindre les produits, et donc ce se fera plus rapidement. Alors, les sites donneurs et les sites accepteurs. Donc, un site accepteur de doublet d'électrons, on réfléchit, il faut recevoir des charges négatives, donc dans ce cas-là, il vaut mieux être positif. Donc, ce sont des sites qui présentent soit une charge partielle positive delta+. Je vous rappelle que ce ne sont pas des charges réelles, ça nous ramène au programme de première spécialité sur la liaison polarisée. Je vous rappelle que le chlore Cl est plus électronégatif que le carbone C. Donc il attire les deux électrons de la liaison un petit peu plus vers lui. Donc ça fait un petit déficit. La balance n'est plus équilibrée. Les électrons ne sont pas pile au milieu de ce double liant. Donc le carbone présente ce qu'on appelle une charge partielle delta positive avec delta minuscule et le chlore une charge partielle négative. Soit une vraie charge positive, par exemple Na+, K+, H+. Alors H+, nous ramène à la lacune électronique. Je ne suis pas sûre que vous ayez bien vu les lacunes électroniques l'an dernier. C'est une case vide. Par exemple, l'aluminium, de par sa position dans le tableau périodique, une fois qu'il a engagé ses 3 électrons de valence dans des liaisons, il est entouré de 6 électrons. Or, depuis la seconde, on vous explique qu'il faut 8 électrons pour être stable. Donc, il est quand même stable, mais, parce qu'il ne peut pas en donner plus, il n'en a pas plus, donc il a ce qu'on appelle une lacune électronique, c'est-à-dire la place de 2 électrons qui est vide. Les sites donneurs de doublets d'électrons, comme son nom l'indique, pour pouvoir en donner, il faut en avoir. Donc, ça va être en quelque sorte l'inverse, c'est-à-dire soit une charge partielle négative, donc un ion électronégatif, ou un ion qui possède un doublet non liant sur lui, ou une liaison donc polarisée, CF précédemment, ou alors une double liaison. Si vous avez une double liaison, vous avez beaucoup d'électrons. Ou alors une vraie charge négative, charge entière négative, telle que HO-, Cl-. Modélisation avec les flèches courbes. Alors, les flèches courbes, elles permettent d'expliquer la formation et la rupture des liaisons au cours des actes élémentaires. Vous me fluotez que c'est un transfert d'électrons. Donc, si c'est un transfert d'électrons, cette flèche courbe, sur un mécanisme réactionnel, dès qu'on courbe la flèche, ça veut dire que c'est un transfert d'électrons. Donc, forcément, ça va du site donneur avec 2 N, s'il vous plaît, vers le site accepteur. Donc, voici le formalisme des flèches courbes. Donc, pour la création d'une liaison, vous la ferez partir du site donneur, mais pas de n'importe où. Vous ne mettez pas le début de la flèche violette sur le I. Vous le mettez sur le doublet d'électrons qui va bouger. Et vous le faites pointer vers le
carbone qui va recevoir, par exemple, la grande flèche courbe violette qui est à gauche, vous ne faites pas pointer la flèche sur la liaison entre le C et le H. Vous la faites bien pointer sur le carbone parce que c'est lui concrètement qui va accueillir les électrons. Lors de la rupture d'une liaison, ça va aller du site donneur vers le site le plus électronégatif, c'est-à-dire qui aime les électrons. Donc là, la petite flèche qui est en bas à droite, vous la faites partir de la liaison qui va se rompre, car c'est ces électrons qui vont bouger, et ça va aller vers l'atome de chlore qui est très électronégatif, donc il aime les électrons. Donc là, la liaison, elle va se rompre, et ça va donner du Cl-. Alors, dans un mécanisme réactionnel apparaissent usuellement des flèches courbes. Que représentent-elles? Les flèches courbes représentent des transferts de doublés d'électrons. C'est des doublés qui se déplacent, pas un électron. Elles sont orientées d'un site donneur de doublés vers un site accepteur de doublés. Puis on vous présentait les étapes du mécanisme de cyclisation du déglucose. Alors, le glucose fait partie de la famille des oses, des sucres simples, pas complexes tels que le saccharose. Leur nom finissant ose, glucose, fructose, galactose. Et donc, ils existent soit de façon linéaire, soit ils existent sous forme de cycle. La deuxième, la troisième. D'où provient le H+, et quel est son rôle? Donc le H+ provient d'un acide, souvent on utilise le sulfurique, plus que le chlorhydrique, et il s'agit du catalyseur de la réaction. Que signifie le petit rectangle représenté parfois à côté de l'ion H+? Eh bien, il s'agit d'une lacune électronique. C'est un site accepteur d'électrons. Ensuite, vous deviez représenter les flèches courbes sur les mécanismes réactionnels proposés. Donc là, c'était des actes élémentaires. Donc, ce qu'il faut faire quand vous avez ça, c'est que vous regardez les réactifs et vous regardez le produit formé. Sinon, vous ne pouvez pas deviner qu'est-ce qui bouge. Donc, on voit qu'il apparaît un O liaison H+. Donc, on comprend que c'est en fait le site donneur, c'est-à-dire l'oxygène, puisqu'il a des doublés non liants. C'est un atome assez électronégatif qui va donner un doublé dans la lacune du H+. Donc la flèche courbe part du doublé dans la lacune du H+, pour établir la fameuse liaison OH. Il reste une charge plus sur le O, puisque si vous comptez, il n'est entouré que de 5 électrons propres, alors que normalement, il doit avoir 6 électrons autour de lui qui lui appartiennent. Ensuite, la deuxième étape. On voit qu'il s'est formé en haut du cycle un OH+. La règle pour l'établissement d'une liaison, c'est d'un site donneur vers un site accepteur. Donc on voit que le carbone qui est relié au O par la double liaison, eh bien, il est électronégatif par rapport à l'oxygène. Donc en fait, il va y avoir apparition d'une charge partielle. Donc, une première flèche courbe part du doublé non liant de l'oxygène vers ce fameux carbone. Le carbone ayant 4 liaisons, il va y avoir rupture d'une liaison, et la règle, c'est du site donneur vers le site le plus électronégatif, donc ce doublé non liant. Deuxième flèche courbe à droite en bas va se rabattre sur le haut et qui va redevenir électriquement neutre, puisqu'il sera à nouveau entouré de 6 électrons propres. Dernière étape, on voit que c'est la régénération du catalyseur, puisqu'on récupère le H+. Donc on regarde ce qui a changé entre le réactif et le produit, et on voit que le O, liaison H avec le petit plus sur le O, est redevenu un O classique avec deux doublés ligands, deux doublés non liants. Donc rupture d'une liaison, ça va du site donneur vers le site le plus électronégatif. Donc le doublé liant va se rabattre sur l'oxygène et le H
va repartir sans électrons, donc avec une lacune électronique. Enfin, je vous demandais les intermédiaires réactionnels. Donc, il faut regarder les molécules qui sont formées puis qui redisparaissent et donc ne figurent pas dans le bilan. Donc, il y avait ces deux molécules qui étaient des intermédiaires réactionnels, celle qui est formée à la première étape, puis celle qui était formée à la deuxième étape.